il faut être vraiment diplomate et avoir un vrai lien avec les personnes qui pratiquent la contrebande, parce que sinon vous rentrez pas. Bonjour Fatima. Bonjour Nicolas, Bonjour Fatima. bonjour Boshra, Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant. merci de m'accueillir. Du coup, on va commencer directement, Fatima, par ta présentation. Donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Très bien, donc Fatima Boussala Idrissi, dirigeante d'AMS International, AMS International Afrique, Upgoods International Consulting et bientôt un Riyad à Paris. Voilà, donc j'ai commencé dans la création d'entreprises il y a 14 ans avec la première et la deuxième et troisième il y a 4 ans. Alors, en quoi consistent ces entreprises? Qu'est-ce que tu Alors, fais? on gravite un peu sur le même domaine d'activité. Donc, c'est du conseil spécialisé dans ce qu'on appelle du marketing des services. On est spécialisé dans, on va dire, la mesure et l'analyse des habitudes de consommation. Alors, dit comme ça peut paraître, enfin voilà, juste être du conseil, mais il faut savoir que derrière, il y a plusieurs méthodologies avec des applications que j'ai mis en place et beaucoup de travail sur le terrain, notamment dans les points de vente. Première question du coup, analyser les habitudes de consommation, ça intéresse qui et pour en faire quoi? Alors, je dirais que ça intéresse tout le monde, hein, ça intéresse alors pour ma part essentiellement, mes clients dans le retail, la distribution, l'industrie agroalimentaire, l'industrie cosmétique, l'industrie en comment on pourrait dire même, fabrication, d'ustensiles, enfin voilà, tout vraiment ça intéresse tout le monde parce que potentiellement tout le monde est consommateur de quelque chose. Donc on est essentiellement sur du B2C, mais on a également aussi des clients en B2B. Et en fonction des problématiques des clients, on va mettre nous la méthodologie derrière avec l'application qui va avec. D'accord, donc concrètement, j'imagine que, par exemple, vous mesurez ce qui se passe dans un point de vente, comment les gens achètent en fait les produits. Selon le client, j'imagine que il y a des produits que vous suivez individuellement et peut-être que si c'est pour le point de vente dans son ensemble, c'est l'ensemble des paniers qui sont mesurés et comment sont les associations de produits, des choses comme ça. Oui, Est-ce alors que tu peux rentrer un peu dans le ouais, détail du il y coup a il y a tout ça. Alors on va aller dans le détail un petit peu pour vous aider à comprendre. On a la première phase qui est la phase de mystery shopping et là qui va s'adresser plutôt à des clients, du retail, de la mode, du luxe. Ça peut aussi intéresser, des clients dans le secteur bancaire, l'hôtellerie également, tout ce qui est réseau multisite en fait, toutes les enseignes qui ont plusieurs sites. Et là pour cette méthodologie-là, alors moi pour ma part, hein, parce que j'ai des concurrents qui font autrement, moi, je fais appel à des consommateurs lambda parce que j'ai besoin d'analyser le vrai ressenti du consommateur et ce qu'il va vivre lui. Bien sûr que nous-mêmes, on va aller dans les points de vente pour aller nous imprégner du secteur d'activité, pour aller vivre aussi cette expérience-là. Mais pour chacun des points de vente de l'enseigne, euh, voilà, on va faire appel à une personne dont les habitudes sont d'aller dans cette enseigne-là si on a besoin de connaître les habitudes des clients actuels. Si on a besoin de cibler d'autres clients, eh ben, on va aller chercher dans notre panel de consommateurs ou alors on va travailler notre panel pour chercher des clients qui sont pas encore potentiellement consommateurs de cette enseigne-là. Et donc, ils sont sollicités donc via l'application, hein, bien sûr. Ils ont ce qu'on appelle un scénario, mais qui est le plus spontané possible, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser leur achat avec la même spontanéité qu'ils l'auraient fait pour un vrai achat pour eux-mêmes. Et nous, derrière, on va venir analyser, donc point de vente par point de vente, mais aussi de manière globale sur toute la France. Après, si on a le contrat France et international, par pays, par région. Et ensuite, on va leur donner des axes d'amélioration sur ce qu'il y a à améliorer. Et donc, par rapport à nos concurrents, ils vont analyser surtout les statistiques, voilà, combien de fois la personne a bien été accueillie, par exemple, ou alors la personne, elle était satisfaite du conseil qui lui a été donné à 70%. Donc ça, on va bien sûr l'analyser, mais nous, on va aussi analyser tous les ressentis et surtout tous les verbatims que vont nous exprimer les consommateurs sur chacune des villes. Et pourquoi c'est intéressant de comparer ville par ville? Parce qu'on n'achète pas de la même manière
d'une ville à l'autre. Et puis en plus, on n'achète pas de la même manière quand on est client d'un point de vente en centre-ville ou en périphérie. Enfin voilà, il y a des ressentis qui sont très différents. Et puis en plus, dans la période de l'année, pareil, on va analyser également tous ces ressentis qui sont différents. En fonction bien sûr du calendrier commercial, hein, mais aussi en fonction de tout ce que vit le consommateur. Là, on est en période d'inflation, on n'analyse pas du tout de la même manière et les conseils sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est pour la première méthodologie qu'on avait mis en place, donc le mystery shopping qui est très connu aux États-Unis, qui commence à arriver en France. Alors voilà, nos concurrents, ils font appel aussi à des consommateurs lambda, mais ils font beaucoup appel à des auditeurs qui font ça à longueur de journée. Moi, ça m'intéresse pas parce que je vais pas envoyer un homme dans un magasin pour femme enceinte, par exemple. Donc voilà, à part si le monsieur vient pour acheter un cadeau, à part si c'est le scénario, mais voilà. Donc ça, c'était pour vulgariser. La deuxième méthode, c'est une application qu'on a mis en place. Donc celle-ci, elle est destinée plutôt à l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Donc là, grâce à notre application, donc là, ce sont nos auditeurs qui sont formés pour reconnaître les produits de notre client, qui sont formés à aller donc dans les points de vente, donc pays par pays. Ils ont un target de 20 points de vente par jour. Donc, dedans, il peut y avoir de l'hypermarché, de l'épicerie, de la station-service. Enfin, voilà, tous les endroits où on est susceptible de trouver les produits de nos clients. Et là, ils vont aller mesurer. Donc, grâce à l'application, déjà, la première des choses, la fraîcheur. C'est vraiment le plus important. Parce que si le produit il n'est pas frais, il peut y avoir des risques d'intoxication pour le consommateur. Deuxième chose, il va voir si le produit est déjà là. Bon, ça, c'était plutôt la première. Mais c'est vrai qu'en rentrant dans le point de vente, on mesure déjà la température du point de vente quand on rentre. Et ensuite, près du produit, on remesure. Ensuite, on voit si le produit est là et s'il est disposé selon le contrat qui a été mis en place entre la marque et le distributeur. Et ensuite, on va venir regarder le prix parce qu'il y a des prix qui sont négociés. Et ensuite, on va regarder la date de fabrication, date de péremption, parce que là aussi, il y a des règles qui doivent être respectées selon les pays. Voilà. Et toute cette data, pareil, le soir, elle est envoyée chaque soir avec des photos, preuve à l'appui. Elle est analysée et ça permet, entre autres, à la marque de réguler la production. De réguler la production parce que, surtout en ce moment, on est en plein dedans. Pourquoi on irait produire 1000 tonnes du produit X alors que, par exemple, au Cameroun, il y en a encore 6 tonnes et que la date de péremption est à 6 mois. Vous voyez, donc il y a ça, donc il y a côté production, côté financier, et puis surtout, voilà, est-ce que l'enseigne a joué le jeu? Est-ce que j'ai payé une tête de gondole et puis c'est pas mon concurrent qui est à ma place? Ça permet voilà de voir aussi quels sont les concurrents, de suivre un petit peu l'évolution du marché, donc ville par ville, pays par pays. Qu'est-ce qu'on pourrait, enfin, on a beaucoup de choses qu'on va analyser au niveau de ces data-là, mais globalement, c'est ça. Voilà, globalement, c'est ce qu'on va pouvoir recueillir. Et voilà, et la troisième partie, c'est le diagnostic stratégique. Puisque nous, on est sur plein de pays, qu'on a à l'international et qu'on connaît les habitudes de consommation, que bien sûr, on a en place notre réseau, on peut accompagner des entreprises sur leur implantation ou sur une étude géomarketing en vue d'exporter ou d'importer des produits ou carrément de s'installer à l'international. C'est impressionnant. Et du coup, toutes ces datas-là, en fait, vont permettre à l'entreprise de gérer sa stratégie de production, de distribution, de potentiellement par rapport à la concurrence. Enfin, Oui, ça change tout, en fait. Exactement, par rapport à la concurrence, et autre chose qui est très très important que j'ai oublié de vous dire aussi, ça permet de voir quels sont vos produits qui ont été contrefaits. Parce qu'on a aussi, Oui. voilà, dans l'agroalimentaire, les cosmétiques, en parapharmacie, on a beaucoup de produits qui sont contrefaits et on a les produits aussi de contrebande. Et on a également un autre phénomène qui est très peu connu. On a des produits en fait qui sont fabriqués par exemple pour le marché allemand qu'on va retrouver dans le nord du Maroc. Et ça, c'est pas Oui, bon parce que tout des à fois, fait. il y a des règles à respecter au niveau des services d'hygiène. Et puis voilà, ça permet de remonter à la source comment ces produits qui étaient destinés au marché allemand ou polonais ou même français se retrouvent à Yaoundé ou à Casablanca ou en Libye. Enfin voilà, donc ça, c'est aussi c'est un paramètre très important pour nos clients.
Du coup, je suis en train de penser à tous ces chocolats qu'on peut acheter sur les marchés au Maroc en plein soleil. Vous faites aussi le tour des marchés? Oui, ils vont chez ce qu'on appelle les wholesalers. Donc, bien sûr, au Maroc, le marché qui est plus connu à Casablanca, Darb Ghallef, hein, donc ça fait partie du jeu. On y va également. Dans le nord du Maroc, à Tanger, à Nador, donc c'est là où on a toutes les contrefaçons, toutes les contrebandiers. Alors après, attention, hein, on n'y va pas comme ça. Moi, je dis toujours que mes auditeurs, c'est des guerriers. C'est vraiment des personnes qui connaissent à la fois notre secteur d'activité à nous, le secteur d'activité de notre client, les produits de contrefaçon, les produits concurrents, mais aussi qui ont un vrai lien. Il faut être vraiment diplomate et avoir un vrai lien avec les personnes qui pratiquent la contrebande, parce que sinon vous rentrez pas. Avec la grande distribution, on a des autorisations. Il y a un lien qui est créé, on a des autorisations. Ils savent pratiquement à quelle période on va passer. Par contre, chez les wholesalers, dans les marchés comme ça de rue, non, non, ils savent pas. Et puis, il y a un vrai lien qui a été créé depuis un moment. Et je sais qu'il y a pas mal de concurrents, dont un très gros, donc comme Nielsen par exemple, donc qui sont quand même leaders sur le marché, qui font appel à nous sur certaines villes, sur certaines zones géographiques. D'accord, d'accord, ouais, c'est très clair pour moi. Je me rends compte du coup que une grande partie du travail, c'est la mesure, c'est la collecte de données. Il y a peut-être une petite partie analyse. Euh, Est-ce que vous allez jusqu'au comment on appelle ça, jusqu'au conseil ou jusqu'aux recommandations? Je m'explique, hein, par exemple, sur le premier produit, sur le Mystery Shopping, euh, j'imagine qu'on doit détecter, par exemple, avec toute la donnée qui rentre, que dans certains rayons, il y a des produits qui marchent mieux que d'autres, parce qu'ils ont été positionnés à tel endroit, à côté de telle marque, etc. Est-ce que du coup, vous remontez aussi ces informations-là pour... C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'entreprise et la marque qui fassent ces analyses, est-ce que vous les faites pour eux? Est-ce que vous leur recommandez des actions à prendre? Ah bah, forcément, Nicolas, c'est notre valeur ajoutée, je dirais, hein. Le conseil, moi, je suis pro en neuromarketing, et là, j'envisage voilà, une validation des acquis pour démarrer une thèse, parce que je me rends compte que notre métier est galvaudé. Je l'ai remarqué en enseignant de temps en temps en école de commerce. Voilà, donc il y a une grosse partie conseil et ce qu'on appelle les axes d'amélioration. Et donc dans les conseils, alors c'est marrant parce que des fois on a des enseignes qui vont nous dire, mais en fait, je suis sûre que c'est au niveau de la formation que ça pêche. Et pourtant, je paye énormément de formation. Et moi, quand j'étudie l'enseigne, parce que je l'étudie vraiment pendant au moins une semaine avant avec les collaborateurs, pour certains, je sais que ça va être la marque, en fait, qu'il faut faire un travail sur la marque, sur le logo, parce qu'elle est vieillissante, et que tout ça, c'est perçu dans les rayons, dans les produits, et c'est perçu jusque chez les employés. Donc la marque employeur, en fait. Donc voilà, mais comme les clients, pour certains, ne peuvent pas l'entendre tout de suite, on passe par la phase mystery shopping. Et là, dans les perceptions qu'on aura analysées, on va leur dire, voilà, votre enseigne, par exemple, ou votre logo, il est vieillot, il faut vous mettre au goût du jour. Donc ça, c'était un exemple, hein. Mais on a énormément d'axes d'amélioration sur, vous parliez des dispositions des produits, donc c'est le merchandising, donc on va avoir de l'amélioration là-dessus, disposition des produits, rayonnage, architecture intérieure du point de vente. On a beaucoup d'enseignes qui ont fait beaucoup d'efforts sur l'aménagement intérieur, la disposition, la mise en lumière aussi, c'est très très important. Et puis après, il y a tout l'axe formation. Et ensuite, en fonction de ce qu'on aura détecté, on peut avoir de la formation sur l'accueil, pur et dur. Et pour qu'ils comprennent c'est quoi l'accueil, en fait. C'est pas juste dire bonjour, au revoir. Voilà ce que comprend et voilà ce que perçoit le consommateur quand tu lui dis bonjour ou au revoir. On va avoir des formations juste sur la caisse, parce que la caisse, c'est un moment clé du parcours client. Et en fait, les vendeurs, parfois, ils se disent, c'est bon, moi j'ai fait mon travail, j'ai vendu. Et en fait, tout se passe à la caisse, parce que toi, tu t'es démené pour vendre. Et puis à la caisse, il a mal été accueilli et hop, tout l'enchantement est retombé. Et ton client, il revient pas, il te recommande pas. C'est la dernière impression en plus. Exactement, exactement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fonction des pays, on n'aura pas la même chose. Donc moi, j'aime beaucoup, enfin, j'adore mon travail parce que justement, on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes perceptions. Je vais faire juste un comparatif entre France-Maroc. En France, on est très gentil, entre guillemets. Si ça se passe mal à la caisse, on va avoir honte.
et on va quand même prendre notre produit et puis on va partir. Au Maroc, la cliente, elle est capable de lui dire, mais attends, pour qui tu te prends? Lui jeter les produits, attends, redescends sur terre, je vais appeler ton patron, de toute façon, je le connais très bien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Enfin, voilà. Donc, donc on va jusque... attention, la formation à l'accueil, c'est voilà, comment tu as été perçu par ton client ou par tes clients, et voilà comment tu dois réagir. Après, la vente, le conseil, enfin voilà, il va y avoir toutes ces notions-là. Et très très souvent, on remonte jusque les équipes dirigeantes, c'est-à-dire les animateurs réseau, les chefs de secteur, parce que on se rend compte que client externe n'est pas satisfait, le client interne n'est pas satisfait, mais parce qu'il est mal managé. Voilà, donc il y a toute une organisation aussi qui est à revoir, et ça, on le perçoit dès les visites mystères. Voilà, donc c'est pour ça que je m'arrête pas juste aux chiffres oui/non, 30%, 40%, et qu'on analyse plus en détail. Oui, c'est vrai que nous, ça nous est déjà arrivé d'arriver en caisse d'un grand distributeur après avoir fait 1 heure de course, de voir des énormes files d'attente et du coup de laisser le caddie et de partir. Parce que voilà. Ou alors de sortir d'une marque en disant plus jamais je reviendrai parce que l'expérience était trop mauvaise et sans avoir rien acheté. Et pourtant, Nicolas et Bauchela, il faut pas grand-chose en fait. Il faut pas grand-chose. Et puis il y a aussi un autre phénomène, parce que moi j'ai commencé, une des enseignes dans laquelle j'ai commencé, c'était chez Foot Locker, donc c'est une enseigne américaine. Et les États-Unis, ils ont une perception qui est complètement différente de la nôtre du commerce. Hein. On a beau critiquer, mais en tout cas, ils valorisent les petits métiers, ce que j'appelle les petits métiers, mais c'est pas très joli comme mot. Moi, je pense que c'est des grands métiers. Tous les métiers de service, les métiers de vendeur, de caissier, même le magasinier derrière. Voilà, il faut les valoriser en fait. C'est tellement pas valorisé que ça se perçoit juste que l'accueil que l'on reçoit en fait. Totalement. Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai vécu aux États-Unis, j'ai été très surpris parce qu'à l'entrée de tous les malls, il y avait quelqu'un assis sur une chaise qui me disait bonjour. Son boulot, c'est d'accueillir le client en disant bonjour, simplement. Et puis, il est content de le faire. Bien sûr. Parce que personne ne lui dit « Ah, mais t'es caissier ou t'es hôtesse d'accueil ou t'es hôte d'accueil ». Parce qu'on n'a pas aussi cette réflexion de la société. C'est de l'argent, en fait, qui rentre. Et comme nous, chez nous, l'argent est tabou, voilà. En fait, là, c'est tout un phénomène aussi social et dans l'inconscient collectif qui fait que ça se perçoit aussi derrière dans la vente. Alors que c'est des très beaux métiers qui peuvent être épanouissants. Alors, il y a beaucoup de vendeurs qui sont contents d'être vendeurs, mais qui peuvent être très épanouissants. Et puis, quand il y a des commissions, ils peuvent très bien gagner leur vie. Je voudrais bien savoir, du coup, parce que ça m'intrigue, tu me dis que vous faites de l'analyse de data, il y a des shoppers, vous avez une application. Il y a combien de monde derrière toi ou avec toi ? Alors, très bonne question. On pourrait dire, il y avait combien de monde juste avant Covid? Parce qu'on a vécu Covid forcément comme nos clients. Alors, sur la partie France, on était 5 et là, on est 3. Sur la partie... Alors, en salarié intégré, parce qu'après, on peut sous-traiter. Au Maroc, on est 7. On est 7 et on a vocation à grossir, à grandir de toute façon des deux côtés des rives. Voilà. Donc, mais après, la liberté qu'on a dans nos métiers, c'est aussi de pouvoir prendre des freelances et puis de pouvoir prendre les meilleurs. Parce que voilà, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un en interne qui habite juste à côté de chez nous. Moi, je suis très partisane du télétravail. Voilà, on avait des bureaux en physique qu'on a vendus. Bon, là, peut-être qu'on va reprendre des bureaux, mais pour le moment, on est tous très bien comme ça. Tout le monde télétravaille. Et quand on a besoin de se retrouver, on reloue des bureaux. Alors, à part à Casa où on a des bureaux, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe pour le moment. Bon, avant de rentrer dans les questions autour de Fatima, l'entrepreneur, et la chef d'entreprise, j'ai une dernière question d'ouverture sur l'analyse du marché actuellement et par rapport à ton métier. On voit énormément d'enseignes de milieu, voire de haut de gamme, qui sont en train de disparaître, en tout cas en France, que ce soit dans les vêtements ou dans d'autres, dans les chaussures, dans le bricolage, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui... est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fait appel à toi ?
Ou est-ce que c'est lié à un mouvement de marché particulier en ce moment sur la distribution? Alors oui, peut-être qu'ils n'ont pas fait appel à des cabinets comme les nôtres aussi. Voilà, il y a peut-être ça aussi. D'autres choses, après, il y a la conjoncture mondiale, hein, donc c'est un phénomène mondial. Et autre chose, ils n'ont pas su s'adapter à tout ce qui est digitalisation des process. Ils n'ont pas su vraiment aussi écouter le client externe, écouter le client interne et vraiment adapter le process au digital. Parce qu'aujourd'hui, le digital fait partie prenante voilà, comment dire, du marché d'affaires, des achats. Donc, et quand on parle de digital, attention, moi je parle pas que des réseaux sociaux, hein. On parle beaucoup des réseaux sociaux, mais tout le monde, pour tout le monde, c'est digital égale réseaux sociaux. Non, non, on peut digitaliser un parcours client. On peut digitaliser tout un point de vente. Donc moi j'avais fait une mini étude avec des suggestions enfin voilà, que j'aimerais donner à certaines enseignes pour revenir au métier premier du vendeur, pour que ben, quand le client aille en magasin, ben, il se fasse vraiment conseiller par un vendeur et que le vendeur n'ait pas à chaque fois juste à mettre des vêtements en rayon. Enfin bref, c'était tout un process avec une digitalisation, une conception architecturale digitalisée en interne. Donc je pense qu'il y a ça aussi, hein. Ils ont pas su suivre en fait. Est-ce que tu travailles juste avec les boutiques physiques, marchés, etc. Ou est-ce que tu travailles aussi avec le digital? Parce que, par exemple, moi, ma consommation, elle a complètement évolué en termes de vêtements Mhm. et chaussures et tout ça. J'ai deux façons de consommer. Il y a une marque, en fait, qui propose, en fait, quand tu achètes en ligne, de t'envoyer les vêtements. Donc, moi, je vais acheter le même vêtement en 3 tailles. Mhm. Ils vont arriver chez moi, je vais les essayer. Jusque-là, je ne suis pas débitée. Et en fait, c'est 10 jours après, mon compte est débité que des vêtements que j'ai gardés. Tous ceux D'accord. que j'ai restitués en boutique ou en renvoyant par la poste, c'est bon. Ou alors, je fais appel, il y a une marque qui a fait c'est un service de personal shopper. Oui. Donc, ils ont ma taille, ils ont toutes les informations sur moi. Ils m'envoient un énorme carton de vêtements à chaque saison. Moi, j'essaye, ce qui me plaît, je garde, ce qui me plaît pas, je renvoie. Et est-ce que tu travailles avec ce type de marque ou pas du tout, ce type de... Alors, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'opportunité. Sur le web, on a juste eu à mesurer le parcours client sur le web avec un questionnaire. On a demandé à plein de clientes à travers le monde, hein, là où vous pouvez livrer notre client, de simuler un achat. Puis on a posé plein de questions sur la navigation, sur le mode de paiement, le mode de livraison, sur le produit quand elles l'ont reçu, quel ressenti elles ont eu. On n'a pas eu affaire encore à ce type de client-là, mais c'est vrai que c'est pas inintéressant. Après, ce qu'on constate aussi beaucoup, et ça c'est en fonction des âges, en fonction des lieux d'habitation, c'est que on va être beaucoup sur du digital, c'est-à-dire que on va avoir des clientes qui vont regarder sur le net, qui vont moi-même, hein, la première, j'aime beaucoup toucher, donc je vais aller en point de vente, je vais toucher, si je trouve le produit, je vais le prendre, si je trouve pas ma taille, je vais revenir sur le net et puis je vais l'acheter. Enfin voilà, on va être sur ces phénomènes-là. Et puis on est beaucoup aussi quand on a les personnes au téléphone, parce que c'est bien le digital, hein, parce que nous aussi, l'application, on communique via les réseaux, via le mail, mais on aime bien aussi appeler les membres du panel. C'est que les gens, ils ont besoin aussi de retourner à la proximité. Donc quand on les appelle, ils nous disent merci, ça fait du bien. Et ils ont besoin de retourner en magasin. Et si on travaille mieux ces aspects-là avec une communication autour, enfin voilà, je pense que ça sera mieux compris par le consommateur et que l'enseigne, elle aura tout gagné. Le parcours client est clairement hybride aujourd'hui, hein. Oui, Le mot figital, effectivement, prend tout son sens. Et il faut du coup le considérer dans son ensemble. exactement. Bon, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Du coup, la question suivante, Fatima. Quelle a été pour toi la plus grande difficulté que tu aies vécue en tant qu'entrepreneur? Alors, je vais te donner la réponse bateau, puis après peut-être que j'y reviendrai. On a toujours des difficultés, ça fait partie du jeu, donc ça c'est certain. Je pense que tout le monde dit la même chose. Mais je pense que moi, la première difficulté, ça a été au début. Je savais pas trop par où commencer. Je savais exactement ce que j'allais faire. Je savais exactement quel client j'allais cibler, mais
voilà, quand on n'a pas fait, par exemple, d'études en école de commerce ou en comptabilité, moi, j'ai fait des études de lettres étrangères appliquées au commerce extérieur, donc il y a rien à voir avec, l'entrepreneuriat. On ne sait pas par quel bout prendre les choses. Alors aujourd'hui, il y a énormément de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Dans les écoles, on en parle beaucoup, il y a des structures, mais c'est vrai qu'il y a 14-15 ans, il y avait pas énormément de structures d'accompagnement. Donc ça a été vraiment la première difficulté. Après voilà, je me suis renseignée, j'ai regardé sur internet, j'ai tapé chambre de commerce et ben, ça tombait bien parce qu'on était, ben, mois de mars, donc il y avait tous les salons autour de l'entrepreneuriat au féminin et c'est comme ça que j'ai découvert, bah, le réseau qui m'a accompagnée derrière. Mais c'est vrai que au début, c'était ça. Comment je mets en place les choses, après il a fallu penser au juridique, les contrats, bah, les statuts de l'entreprise aussi, la comptabilité. Je pensais faire ma comptabilité toute seule et puis on m'a dit, bah non, en fait, il faut un expert comptable parce que voilà, il y a telle chose à faire. Enfin voilà, je pense que les premières difficultés, ça a été ça. Après, j'ai eu plein d'autres difficultés qui peuvent vous paraître pour vous même beaucoup plus grandes que la difficulté du début, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai perçue comme difficile au début parce qu'on est tout seul. Et puis en plus, pas compris de l'entourage. C'est-à-dire que quand on en parle aux amis, à la famille, c'est presque, bah, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas la même réaction, mais à l'époque, non mais t'es folle. Enfin voilà, aujourd'hui ça s'est un petit peu plus démocratisé, je trouve, l'entrepreneuriat. Un petit peu. Mais c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que la difficulté, même si en termes de taille, elle n'était pas énorme, c'est le ressenti qui compte finalement. Et toi, ton ressenti, c'est la solitude de l'entrepreneur, comme on aime le dire. Tu es toute seule. En plus, ça t'es dans une situation où il y avait peut-être beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui disponibles sur le sujet. Comme tu dis, il y a l'entourage qui, en général, n'est pas entrepreneur, qui ne comprend absolument pas. Surtout que quand on a fait des études, bac plus 5 ou plus, ben, en général, la voie est toute tracée, entre guillemets. Donc, pourquoi rentrer dans la difficulté d'entreprendre et de prendre des risques alors que on peut avoir un super salaire dans une super entreprise? Donc, cette logique-là, elle est vraiment... je comprends du coup que ce soit la difficulté la plus grande, en tout cas que tu aies vécue, parce que ça se retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, tu disais que tu avais trouvé des solutions à la CCI, c'est ça? Oui, en fait, à la CCI, il y avait un salon un peu comme, je sais pas, l'entrepreneuriat au féminin, il me semble, et il y avait pas mal de structures qui étaient là sur l'accompagnement. Donc des structures, voilà, et des cabinets de conseil, hein, très carrés, très droits. Et en fait, bizarrement, moi, c'est là où je me suis sentie plus à l'aise, c'est avec le CIDFF, une association en fait enfin voilà, qui est un peu implantée partout en France, Centre d'information du droit des femmes et de la famille, qui font pas que de l'accompagnement à la création d'entreprises. Ils accompagnent, ils accompagnent les femmes après un veuvage, par exemple. Ils accompagnent à rebondir des femmes qui sortent de prison. Enfin voilà. Mais ils ont un gros pôle création d'entreprise qui est financé par ONU Femmes et dans lequel on a des vraies expertes à la création d'entreprise. Et ce que j'ai aimé, moi, dans leur approche, c'est de prendre la femme chef d'entreprise dans sa globalité, en fait. Dans sa globalité en tant que mère, parce que moi, j'étais jeune maman, en tout cas, j'attendais deuxième enfant, donc ça, et puis avec l'équilibre vie privée, vie pro, enfin voilà, cette globalité qui m'a plu, alors qu'il y avait d'autres très gros cabinets qui sont très connus, qui accompagnent vraiment la stratégie, tout ça, et moi, c'est pas ce que je recherchais. Je recherchais vraiment un accompagnement dans la globalité et surtout pouvoir échanger avec d'autres femmes chefs d'entreprise. C'était ce qui me qualifiait en tout cas à l'époque. Je comprends. C'est vrai que c'est un sujet très important, justement, cet équilibre et ne pas se perdre dans juste son rôle de chef d'entreprise Oui, et exactement. abandonner tout le reste. Voilà, et l'avantage du centre d'information du droit des femmes et de la famille, c'est que donc on a notre conseillère qui est pro la création d'entreprise, mais à côté d'elle, dans les bureaux à côté, on a des avocates, on a des assistantes, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des assistantes enfin c'est pas des assistantes de vie, non, mais le mot peut-être il va me revenir. On a des psychologues, enfin voilà, on a des assistantes de vie sociale et familiale. C'est un truc dans le genre. Et en fait, quand je suis arrivée, je dis bah moi j'ai un problème, j'ai pas trouvé de crèche et tout. Passer un coup de fil en fait.
Elle a passé un coup de fil parce qu'ils ont tous les réseaux. Je veux dire, je lui ai même dit: «Bah, écoute, moi, je préfère la crèche familiale, je n'aime pas trop la crèche, j'aime bien qu'il ait une nounou et que de temps en temps, il aille à la crèche avec sa nounou». Bon, bah, voilà, un coup de fil, j'avais quelqu'un derrière. Donc en Oui, c'est fait, il sympa. débloque des situations au niveau, familial, parce qu'ils savent qu'il y a un épanouissement derrière au niveau professionnel et ça, c'est aussi valable pour les femmes qui venaient, qui reprenaient, le travail après des longues périodes de chômage ou longues périodes de maladie. Donc c'était ça, c'est vraiment ça moi qui m'a plu parce que tout le monde me dit: «Oh là là, tu as gravité autour, de grands groupes et tu te rabaisses entre guillemets à ça». Ben non, je me rabaisse pas, c'est ce dont j'ai besoin, là, à l'instant T et c'est vraiment un type d'accompagnement que je recommande moi à d'autres femmes, qui créent. Oui, clairement. Moi, je suis d'accord, hein. De toute façon, accompagner un chef d'entreprise, c'est accompagner le chef d'entreprise dans son écosystème. Et l'entreprise n'est pas que 100% de sa vie. Il y a autre chose dans la vie et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte à la fois pour la réussite de l'entreprise, parce que bah, si on n'est pas en forme parce qu'on a les bébés à gérer, ben, l'entreprise, comment dire, elle le paye, elle en pâtit. Et inversement, si on passe tout son temps dans l'entreprise et qu'on se tue à la tâche, entre guillemets, bah, derrière, la vie sociale, elle risque de devenir compliquée. Donc il faut vraiment voir ça dans son ensemble, de manière holistique, comme on dit. Exactement. Du coup, ta plus grande difficulté, donc comme tu l'exprimes, ça a été les débuts de la création de l'entreprise. Et donc en France, tu as pu avoir ces aides. Toi, tu abordes l'entrepreneuriat en fait d'une façon internationale, en ayant même une entreprise à l'étranger. Oui. Est-ce que ça a été la même difficulté en fait pour les autres fois, ou est-ce que tu étais mieux entourée, tu avais plus d'expérience? Bizarrement, 10 ans après, 10 ans après, on est quand même mieux armés, hein. On est quand même mieux armés, on a plus confiance, enfin voilà, on a quand même du recul. Bah, écoute, j'ai fait moi j'ai la, la 1re chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel, à un cabinet en fait qui m'a aidée dans les démarches. Donc en France, je suis dans le réseau FCE, donc c'est Femmes Chefs d'entreprise. C'est un réseau de femmes chefs d'entreprise, mais aussi, qui encourage les femmes et dont la plupart ont des mandats URSSAF, CCI, enfin voilà, médecine du travail et au Maroc, il y a exactement la même chose, donc il y a la FEM et je venais juste d'aller à un congrès, donc un congrès international à Marrakech, et donc voilà, j'avais créé du réseau et en fait, bah, voilà, j'ai fait appel à mon réseau, en fait, pour, toutes les démarches parce que je me voyais pas partir au Maroc pendant, allez, 2 semaines parce que c'est vrai que c'est des démarches qui prennent du temps et puis surtout, moi, j'ai grandi en France, donc on a une image de l'administration française, bah, dont nous ont parlé les adultes à l'époque. Oh là là, l'administration, pardon, marocaine, c'est compliqué, il faut partir, il faut revenir, il y a énormément de papiers, donc j'avais pas envie de vivre tout ça. Je me sentais pas «perdre mon temps» entre guillemets parce que quand on gère une entreprise, on sait que le temps, c'est de l'argent et qu'il vaut mieux payer un prestataire et se concentrer, par exemple, sur de la prospection ou sur de la production plutôt que sur des démarches comme ça administratives. Donc, le cabinet a tout fait pour nous. On y est allé, on a signé les documents, on avait déjà les documents pour la banque qui étaient prêts, le rendez-vous à la banque, enfin voilà, on a déposé et puis c'est bon, on a pu facturer derrière, quoi. Ça a été très fluide et franchement, c'est un investissement, mais qui vaut vraiment le coup. Il faut avoir cette logique d'investisseur, comme on dit, hein, quand on est entrepreneur. Et j'aime bien l'image que tu as donnée, qui est de dire que son temps, c'est de l'argent, mais il faut le prendre comment? C'est que la valeur de son temps, ce qu'on produit pour le client, ce qu'on rapporte à l'entreprise, il faut le comparer avec la valeur de cette nouvelle chose à faire, entre guillemets, et du coup du prestataire qui pourrait le faire à ma place. Et en se rendant compte que bah, y a un écart, bah, ça devient plus rentable finalement de faire intervenir quelqu'un que de le faire soi-même. Mais ça demande voilà, cette logique d'investissement parce que dans tous les cas, il faut payer un prestataire. Et donc c'est pour ça hein, que moi je dis aux entrepreneurs qui se lancent, bah, ayez cette logique-là. Pensez à investir, ne pensez pas que en termes de coûts, pensez en termes d'investissement. Alors moi, je pense pas que autant qui vaut de l'argent, c'est aussi ma santé mentale vaut de Ah l'argent. bah oui, oui, mais forcément. Oui, la paperasse, ça peut vite être compliqué. Ah non, 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 les files d'attente. Oui, Et oui. aussi.
les files d'attente, les va, revient, il te manque un papier, il te manque un timbre. Oui, voilà, alors que le cabinet sur place, il connaît tous les tenants et les aboutissants, Bah oui. il sait exactement quel document il faut amener. Ils ont certainement leurs contacts aussi sur place qui doivent faciliter parce que, ben, enfin voilà, ils créent pas que pour une seule entreprise, hein, ils doivent avoir certainement beaucoup d'autres entreprises. Donc voilà, donc on en revient au point de départ, hein, la difficulté, ça a été la même que la première entreprise, cette vision niveau comptabilité, juridique, enfin voilà, donc on tranche. À un moment donné, on tranche. Euh, et puis on avance. Tu disais tout à l'heure que tu avais aussi que tu avais vécu beaucoup de difficultés finalement, même si la plus grande c'était la création. Est-ce que tu en as une deuxième en tête que tu voudrais partager? Oui, alors les difficultés, moi, que j'ai pu re-rencontrer derrière, alors d'un point de vue pro, c'est quand mon personnel va, par exemple, quand je l'envoie, par exemple, en Afrique, alors période Covid, on envoie du personnel en Afrique. Ils font les tests PCR, vous savez, PCR à 3 jours, à 7 jours avant de prendre l'avion, juste avant d'embarquer, qu'on leur dit, ah ben non, il faut le bloquer pendant 15 jours au Kenya. Donc ça a été une grosse difficulté parce que financièrement, les assurances, elles n'ont pas suivi parce que, ben, au départ, elles vous disent, enfin, vous êtes assuré, mais elles vous disent, ah, mais oui, mais la mention Covid, Covid n'existait pas, donc vous n'êtes pas assuré là-dedans. Donc, on a dû assumer nous-mêmes. Et puis, en plus, le personnel sur place, il a vécu des choses, c'est-à-dire que on n'a pas eu le choix au départ de le faire isoler dans un hôtel. Alors que il était même pas positif, enfin voilà, c'était eux qui exigeaient tout ça et ils sont venus le chercher avec une ambulance tout habillé en blanc dans un hôpital, dans un vieil hôpital avec. Donc voilà, ça c'était vraiment une difficulté. La première difficulté, donc de suivre tout ça et en plus ça s'est passé en plein week-end parce que bah oui, il finissait son audit le vendredi soir et il rentrait. Donc ça c'était une grosse difficulté, mais ça va, on a réussi à gérer. Prise de contact avec l'ambassadeur du Maroc sur place. Ça va, mais enfin voilà, de supporter ça psychologiquement et d'aider le personnel à le supporter, et puis d'aider les équipes qui étaient pas là-bas à supporter ce stress en fait, parce que bah lui, il était sur place, on savait pas ce qu'il vivait, même s'il nous envoyait des messages, mais voilà, ça a été compliqué. Voilà, mais c'est à chaque fois qu'ils partent à l'étranger, qu'ils vivent des choses, donc ça, voilà, ça c'est compliqué. Après, une autre difficulté que moi j'ai vécue, ça a été le printemps arabe. Parce qu'au départ, quand j'ai lancé mon entreprise, les clients me qualifiaient beaucoup sur le monde arabe, en fait, l'Afrique du Nord et la zone Moyen-Orient, alors que ben, je parle plusieurs aux autres langues, j'ai la capacité d'analyser sur d'autres pays. Mais voilà, de par mes origines, on me qualifiait là-dessus. Et donc, toutes les visites mystères qu'on pouvait avoir à manager, c'était beaucoup sur le monde arabe. Et dès qu'il y a eu le printemps arabe, eh ben, tout s'est effondré, en fait. Et donc là, bah, j'ai décidé ben, de redire haut et fort, ben, en fait, oui, ok, j'ai un prénom et un nom à consonance arabe, mais j'ai quand même grandi en France. Je parle aussi l'anglais, l'espagnol et accessoirement un peu l'allemand. Enfin voilà, j'ai appris d'autres langues aussi. Donc ça a été aussi cette difficulté-là de relocaliser, entre guillemets, en disant ben, l'expertise, oui, elle est sur les pays arabes, mais pas que, quoi. On est capable aussi d'avoir une expertise autre. Après, voilà, après les difficultés, en tout cas, moi, c'est celles qui me Ok. reviennent le plus en tête, quoi. Oui, bah, c'est quand même des grosses difficultés parce que bon, le personnel, évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois, il faut, dans son rôle de dirigeant, bah, il faut l'aider. Il faut l'aider même psychologiquement. Mais soi-même, par contre, psychologiquement, il n'y a personne qui nous aide. Mais oui, c'est ça. Donc il faut aussi supporter la difficulté psychologique à ce moment-là, quoi. Il y a des risques à chaque nouveau voyage. Mais j'imagine que du coup, il faut pas mal étudier plutôt que juste prendre l'avion et c'est Ouais, alors, parti. ouais, on a appris à anticiper Bouchra maintenant, c'est-à-dire Ouais. qu'on a des vrais liens avec les ambassadeurs de chacun des pays. Nos auditeurs, ils ont vraiment un lien d'amitié. Vraiment, Donc j'ai il y a pas un envie vrai de réseau qui a dû être construit. Voilà, donc on a un vrai lien. Il y a des choses qui se mettent en place avant. Alors même la difficulté qu'on avait eu au Kenya, moi j'avais un contact au Kenya qui est allé voir les autorités à l'hôpital, qui a fait une attestation en disant qu'elle le prenait chez elle pendant les 15 jours. Enfin, donc il y a des choses, il y a des choses que l'on met en place derrière. On apprend en fait à mettre en place derrière. Après, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie. C'est pour ça qu'on prend des assurances derrière, c'est pour ça qu'on anticipe au maximum avant chaque voyage
l'audit, parce que même sur place, sur le terrain, et des fois, il se passe des choses aussi, hein, voilà, donc des attroupements autour de l'auditeur, enfin voilà, des vols, donc ça fait partie aussi de leur quotidien. Ouais, c'est du management de risque malheureusement et c'est à gérer. Et comme on dit, on apprend aussi des erreurs. Donc quand, quand on les vit, ben, derrière on remet en place des process, etc. pour les éviter dans le futur. En tout cas, bravo pour ce parcours. Merci. Notamment hein, sur aussi le coup de gueule sur les printemps, l'épisode Printemps arabe. J'espère que derrière ça a débloqué des choses. Bah, oui, oui, bah, moi ça m'a appris à justement à relocaliser. Bah, bien sûr, oui, oui, ça a débloqué d'autres choses, oui. Bon, on va passer à la question suivante. Oui, Quelle a été pour toi la décision la plus complexe que tu as eu à prendre? il y en a eu plein. Mais il y a eu des décisions, et j'ai eu plusieurs moments de ma vie, et je pense que tu auras plein d'entrepreneurs qui te diront la même chose, où j'ai eu envie de retourner dans le salariat. Parce que j'en avais assez d'être toute seule, parce que je me disais: «Bah, attends, je peux prendre une direction marketing ou internationale, et puis avoir le salaire qui tombe tous les mois. Enfin, j'aurais pas à gérer toutes ces «emmerdes» entre guillemets, excusez-moi du terme, mais des fois avec l'URSSAF, la CIPAV, enfin voilà, toutes ces choses-là qui nous embêtent, qui nous enquiquinent. Voilà, donc c'est ce genre de décisions en fait qui viennent, qui «ponctuent» entre guillemets le parcours, à chaque fois, mais ouais, la décision la plus difficile, ça a été de dire: «Bah, voilà, je continue parce que j'aime ça, parce que de toute façon, même si je retourne dans le salariat, enfin voilà, ça sera pas pareil». Hem Et de dire: «Bah, comment je continue en fait?» De revoir la stratégie. Alors après, moi, la stratégie d'entreprise, c'est quelque chose aussi que je maîtrise. Mais vous savez, le cordonnier, c'est toujours le plus mal chaussé. Donc de retravailler sur sa propre stratégie et de se dire: «Bon, bah, écoute, on y retourne, et c'est là où je m'épanouis». Et je dirais même que la période covid a été bénéfique pour ça, parce que la période covid, elle nous a obligés à un stand-by. Alors comme beaucoup de dirigeants, j'ai eu covid, hein, covid long, donc on est obligé là de se poser, vraiment longuement, puis on fait rien d'autre en fait. Hem Et cette période covid, bah, elle vous permet, ben, voilà, de réfléchir, et puis pendant qu'il y avait pas d'activité, moi j'ai toujours eu envie comment dire? D'enseigner. Donc j'avais commencé à enseigner, j'avais toujours eu envie de transmettre, puis quand je voyais comment certaines personnes, hein, pas tous, hein, mais enseignaient, transmettaient notre expertise, je me suis dit: «Ouh là là, il y a du travail». Donc je suis retournée enseigner, et quand on retourne enseigner, ben, même si c'est pas, nos supérieurs, nos collègues, bon, on est content quand même, de revenir au pilotage de l'entreprise. Alors moi, j'enseigne pas beaucoup, hein, c'est pas quelque chose, je le fais de temps en temps en mode séminaire, on va dire. J'aime beaucoup le format séminaire ou conférence, ça me convient très bien. Mais j'ai eu à remplacer, par exemple, des collègues, sur, 3 heures par-ci, 2 heures par-là. Je le referai plus jamais. Parce que c'est fatigant, parce que, en termes d'investissement, alors après, parce que peut-être que je me donne aussi à fond, en termes d'investissement physique, parce que j'ai trouvé que c'était physique d'enseigner. Voilà, ça m'a beaucoup pris, et que, bah, je m'épanouis plus dans la gestion de mon entreprise, et ma valeur ajoutée, elle est plus, dans 1 heure où je vais passer, par exemple, à prospecter un client ou alors à analyser pour un client, que, que dans «l'enseignement» entre guillemets pur et dur. Sachant que j'aime transmettre, mais voilà, transmettre d'une autre manière. Donc c'est par comparaison finalement. En essayant d'autres choses, tu t'es dit non, en fait c'est quand même bien d'être à ma place aujourd'hui Ouais, en tant que chef exactement, d'entreprise. et à un moment donné, j'ai voulu tester aussi, l'analyse pour le secteur de l'événementiel. Donc on l'a pas encore lancé, mais on s'est dit: «Ben, tiens», parce que l'événementiel, tout ce qui est concerts, les matchs, les gros matchs, c'est de la consommation aussi. On consomme un loisir, un service. Donc je suis allée, on s'est inscrit avec d'autres personnes de l'équipe dans des agences d'intérim pour travailler à l'accueil, pour des matchs de foot, des choses comme ça. Et en l'ayant testé, et en ayant un supérieur hiérarchique, alors c'est très drôle parce que
Enfin voilà, c'est fatigant, il y a beaucoup de choses, mais on se dit: «Waouh, je retombe très bas» entre guillemets, mais il faut tester à un moment donné. De toute façon, demain, si on a un contrat dans l'événementiel, on testera tous les postes, ça c'est sûr. Mais en l'ayant testé, bah, on se dit: «Bah non, en fait, moi j'ai pas envie d'avoir des supérieurs hiérarchiques, j'ai choisi cette liberté-là». Hem, alors après avoir un supérieur hiérarchique que j'admire, oui. Parce que moi j'ai eu des supérieurs hiérarchiques à chaque fois que j'ai admirés. Demain, ils me redemandent de travailler pour eux, j'y retourne. Mais parce qu'ils sont brillants et que je les admire et qu'on est en phase professionnellement. Mais quelqu'un qui va «passer la serpillière» entre guillemets avec votre personne et avec les autres personnes, ben ça non. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que sa plus grosse difficulté à elle, ça avait été de se rendre compte qu'elle n'a pas de supérieur. Mmh. Effectivement, du jour au lendemain, de se rendre compte que bah, y a plus personne au-dessus à qui demander quoi faire. Bah, parfois, c'est aussi ça la plus grande difficulté. Donc toi, en tant que chef d'entreprise, tu es allé postuler à un poste en tant qu'intérimaire pour tester un nouveau marché. Oui. Et 2 autres personnes de l'équipe ont également fait pareil, alors que j'imagine ça doit être c'est peut-être des salariés avec une fiche de poste. Enfin, Non, c'était des stagiaires et puis, ok, membres de l'équipe, il y a aussi la famille, hein, dans l'équipe, donc voilà, d'accord. mon fils aussi à mes côtés. Donc oui, alors ça nous a permis de tester, moi d'analyser le secteur, de voir comment ça marche en fait l'accueil, parce que, bah, l'accueil fait partie aussi de notre travail, c'est quelque chose qu'on analyse. Mais dans ces métiers-là, il y a tout l'aspect sécuritaire aussi, il y a, il y a eu un moment, alors ce qui était super intéressant, c'est que moi je suis arrivée au moment, quand j'ai voulu tester, bah, voilà, période Covid, hein, un peu post-Covid, quand il a fallu, scanner les passes sanitaires. Donc on a été sur des postes comme ça. Alors heureusement, moi j'avais un poste à responsabilité, mais quand même, je veux dire, j'avais des supérieurs au-dessus de moi, enfin voilà, qui «maltraitent» entre guillemets dans leur manière de parler. Puis moi, c'est tellement pas ma manière de faire avec le personnel, avec tout le monde que voilà, je comprenais pas. Mais après, c'est un domaine qui est très particulier. On les a aussi aidés, moi je les ai beaucoup aidés à recruter parce qu'ils savaient pas comment recruter, d'un coup 200 personnes alors que moi en enquête terrain, c'est quelque chose que je peux rencontrer et je peux facilement, mettre des annonces donc je les ai beaucoup aidés là-dedans. Mais oui, à un moment donné, on teste, hein, on est des mystery shoppers tout le temps en fait, Bouchra, hein. On teste tout le temps. On est tout le temps, mais mon acronyme Fatima Boussala Idrissi, c'est FBI. Donc je pense que on est J'adore. tout le temps en train de, alors pas méchamment, hein, mais on est tout le temps en sous-marin, en fait, en train d'analyser. Et la meilleure manière d'analyser un secteur d'activité, c'est de le vivre. De vivre nous, dans les axes d'amélioration qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on appelle le vie ma vie. On, on demande au personnel ben, en magasin d'aller au siège, vivre une journée, ou alors d'aller avec les magasiniers, ou alors la direction marketing d'aller sur le terrain. Enfin voilà, le vie ma vie, c'est ce qui permet aussi de comprendre les contraintes de chacun et puis bah, de donner des axes d'amélioration. Donc on travaille sur le Comme ressenti. l'émission Patron Incognito. Et c'est exactement ça en fait, c'est exactement ça. Sauf que nous, on aura aussi la partie analyse derrière, quoi. Donc après quand on analyse au niveau du marché, la rentabilité, bon bah voilà, je pense que l'événementiel, j'irai pas tout de suite dedans parce que ça sera pas rentable. Ça va nous monopoliser beaucoup d'énergie, peut-être pour pas grand-chose en fait. Peut-être qu'il faut essayer les parcs d'attractions, les choses comme ça. Oui, C'est les parcs quelque chose d'attractions, de toute façon, les parcs d'attractions, ils font beaucoup de mystery shopping, ils font partie, en tout cas aujourd'hui, des clients potentiels. Oui, mais c'est vrai que de toute façon, aller sur le terrain, c'est la base. Même nous, hein, à des clients dans la direction des entreprises, on leur dit d'aller sur le terrain. Le Jamba Walk Voilà. ou Gampa Walk. Exactement. Et c'est justement le principe de dire, au lieu de juste suivre des indicateurs là-haut dans sa tour d'ivoire, ben, on va aussi constater réellement ce qui se passe sur le terrain, parce que parfois, on voit un indicateur évoluer, on pense, on imagine que ça va être quelque chose, sauf qu'en fait, tant qu'on n'a pas réellement compris le processus sur le terrain, c'est impossible de vraiment comprendre les choses. Ouais, c'est la théorie, c'est qu'en fait, dans sa tour d'ivoire, en fait, on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas comment les équipiers vivent les choses. Par exemple, on peut se dire les développeurs sont lents.
je vais les envoyer en formation. Mais en fait, en allant sur le terrain, on se rend compte qu'on leur a filé un ordinateur avec 4 gigas de RAM et qu'en fait, il met du temps à démarrer, il met du temps à compiler, il met du temps à machin, et qu'en fait, en leur changeant les ordinateurs, bah, ça irait plus vite. Ah oui, c'est tout le propre du marketing RH aujourd'hui, hein, tout ce qui gravite autour de la marque employeur. Alors nous, dans nos métiers, on en a toujours parlé. Alors aujourd'hui, hein, il y en a beaucoup de consultants qui vont s'approprier ou se former dans ce domaine d'activité-là. Mais tout ce qui est marketing RH, voilà, ça participe justement à cette logique-là, bah, d'aller sur le terrain, de vivre les contraintes pour mieux mettre en place des axes d'amélioration et de voir exactement bah, pourquoi il y a de la lenteur. Tu évoquais la lenteur, bah voilà. Pourquoi il y a de la lenteur bah, c'est peut-être de notre faute à nous au siège. On n'a peut-être pas donné tous les moyens au personnel en surface de vente pour mener à bien son travail. Ou des fois, il y a des choses toutes bêtes. Incarner la marque, il y a tout plein de méthodologies derrière pour incarner la marque. Et justement, de ne pas avoir fait une petite formation autour qu'est-ce que c'est que la marque, qu'est-ce qu'elle évoque, qu'est-ce qu'on incarne derrière, même en termes vestimentaires. De pas offrir au personnel bah, les vêtements parce qu'on leur dit bah, tu t'habilles en noir. Moi, je l'ai vu hein, dans l'événementiel, on leur demande de s'habiller en noir, mais voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Ces gens-là qui viennent prendre des petits postes d'intérim de 3-4 heures tous les samedis ou un samedi tous les 15 jours, la plupart c'est des étudiants, des personnes qui arrondissent leur fin de mois. Moi j'ai vu beaucoup de retraités aussi. On peut pas leur imposer d'acheter comme ça des vêtements. Fournissez-leur, ça va être plus facile. Voilà, donc c'est des petites choses, des petites subtilités qui font toute la différence derrière. Tu as encore cité une fois la solitude, cette fois-ci sur la partie prendre ou pas la décision de rester dans l'entreprise seul ou retourner dans le salariat entouré. Est-ce que tu as déjà eu l'idée ou testé d'avoir un associé ? Non, j'ai jamais testé d'avoir un associé. Après, je sais pas si je serais prête. Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, la solitude me va très bien. Je pense que quand on grandit avec l'âge, on apprécie aussi cette solitude. Et puis, de toute façon, on apprend aussi à vivre avec, à gérer l'entreprise avec. Mais enfin, j'ai jamais eu cette idée. Elle m'a effleurée de temps en temps, mais voilà. Après, qu'une- qu'on ait un business angel qui injecte de l'argent pour qu'on aille plus vite, pourquoi pas? Parce que moi, mon rêve, ce serait d'avoir un laboratoire neuromarketing au Maroc. Ça coûte très très cher. Voilà, donc on est comme ça une entreprise ou un business angel qui porte le projet. Voilà, ça serait bien. Mais je sais pas si je serais prête parce que des fois, moi, j'ai vécu avec certains, alors pas clients, mais prospects, parce que moi, le client, il faut vraiment que je sente que je fasse partie de l'équipe avec. C'est-à-dire que quand je vais venir travailler avec un client, bah, je suis un peu, enfin, voilà, son assistante, entre guillemets, sur toute cette partie consommateur. Et j'ai testé avec un prospect et le prospect prenait le dessus, entre guillemets. Enfin voilà, la personne n'avait pas la même vision des choses sur la manière de travailler. Bon, bah, j'ai dit au revoir. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, bah, tu vois, tu l'as testé avec un prospect. Tu t'es rendu compte, heureusement ça m'est arrivé qu'une fois, hein. Tu t'es rendu compte que bah, voilà, tu pouvais pas travailler sur bah, sa problématique entreprise. Bah, ça aurait été la même chose avec un associé. Et il faut vraiment que l'associé soit vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on ait les mêmes valeurs, notamment en termes de management des équipes. J'ai une méthode aussi en termes de recrutement. Enfin voilà, il faut vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et pour l'instant, j'ai trouvé personne. Donc, En tout cas, le message est lancé hein, pour les voilà. business angels, on ne sait jamais. Voilà, exactement. Ouais. Et on n'a pas besoin de grand-chose, hein. Le laboratoire ne demanderait pas grand-chose. Ça me demanderait bah, juste moi les moyens pour pouvoir étudier, parce que pour l'instant, les études se font aux États-Unis, à Harvard. Donc, de pouvoir étudier avec les électrodes vraiment de manière très précise, de pouvoir faire de l'eye tracking. Et le laboratoire, en fait, ce qu'il faudrait, c'est bah, des grands locaux où on mettrait un supermarché, entre guillemets, fictif, des pancartes, enfin voilà, pas mal de choses. Et là, on viendrait faire des simulations avec des personnes. On va passer à la question suivante, qui sera notre dernière question, Fatima.
Quel est le secret de ta résilience? Comment ça se fait qu'au bout de 14 ans, du coup, tu es toujours là, tu te lèves toujours le matin pour travailler et continuer, poursuivre cette belle aventure? Alors, je pense que moi, j'ai toujours été résiliente. Je pense, hein. Après, j'ai toujours été positive, même quand il m'arrive les pires galères. Voilà, j'ai vécu un truc pas drôle hier avec les impôts. Non, moi, tout allait bien, en fait. Tout le monde me disait: «Mais tu te rends pas compte?» Mais non, tout va bien, en fait. Tant qu'on est en vie, ça va. Tant qu'on est en vie, c'est qu'on a la possibilité de résoudre le problème et puis d'avancer. Ça fait partie du jeu, en fait. Toutes ces épines, tous ces échecs, elles font partie de la réussite. Donc je pense que c'est un état d'esprit que j'ai toujours eu et que, je continue aussi, à nourrir, en fait. Donc c'est un optimisme sans borne. Exactement. Super, merci pour cette réponse sincère. Je vais passer à la fin, on va clôturer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a quelques questions surprises. C'est des questions du tac au tac. Oui, Donc en fait, tu y réponds rapidement. Après, tu peux prendre le temps d'expliquer un peu plus pourquoi tu réponds telle ou telle chose. d'accord. Alors Fatima, est-ce que tu es Oui. plutôt recrutement ou prestataire externe? Recrutement. Est-ce que tu peux développer? Parce que, alors notamment pour les auditeurs, j'avais mis une politique de recrutement que j'avais aussi imposée à mes clients parce que les clients ont un regard aussi sur les auditeurs qui vont sur le terrain, notamment en Afrique. Au Maroc, j'ai voulu donner la chance à des personnes qui étaient, très éloignées du réseau, en fait. Parce qu'au Maroc, bon, en France aussi, c'est un peu comme ça, mais quand on connaît du monde, on a plus de facilité de trouver du travail quand on sort d'école de commerce. Et moi, j'ai voulu donner la chance vraiment à tout le monde et la meilleure manière de pouvoir accéder à ces personnes-là, en fait, qui étaient éloignées du circuit du travail, c'était de faire moi-même, en fait. Et puis justement de procéder aux entretiens moi-même parce que des questions, comme j'analyse au niveau comportement de consommation, j'analyse aussi beaucoup en dehors. Je vais vous donner un exemple. Dans mon équipe, j'ai un jeune qui avait un trou sur son CV. euh, et qui avait fait la fac, en fait, fac marketing, stratégie d'entreprise, qui venait un petit peu honteux, qui savait même pas pourquoi je l'avais convoqué, parce que ça faisait 2 ans qu'il cherchait du travail et que personne ne lui avait donné la chance pour un entretien, et que nous, on lui donnait notamment la chance pour des audits à l'international, enfin voilà, sur des pays anglophones, parce que sur son CV, il me met qui rêve de parler, de mettre en pratique son anglais, parce qu'il a jamais eu l'occasion de le mettre en pratique. Et en fait, il me dit que à la fin de ses études et toujours pendant ses études, on lui a pas donné la chance et qu'il allait chercher, il allait acheter des vêtements en gros et qu'il les vendait comme ça, un peu à la sauvette, en fait, dans le village où il est. Et je lui dis: «Mais en fait, c'est toi qu'il me faut. Parce que c'est toi qui pourra justement, supporter les contraintes que nous, on a sur le terrain, et puis tu rêves de parler anglais, donc voilà, c'est toi qu'il me faut». Et puis sa personnalité aussi, enfin voilà, a fait qu'on a tout de suite matché, là encore dans l'équipe, hein, et je suis pas sûre un prestataire fait comme ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils utilisent beaucoup les robots et que moi, ça m'agace. C'est bien le robot, c'est bien le digital, mais quand on est, nous, sur des métiers avec beaucoup d'humains, voilà, je préfère recruter moi-même. Est-ce que tu es pour toi plus formation ou auto-formation? Auto-formation. Mes formations, qu'est-ce que je vous disais au début? Je suis obligée de revalider mes acquis pour, voilà, reprendre les études, donc ça va dépendre des circonstances, mais plutôt auto-formation, on apprend plus, sur le terrain. Alors, tu nous disais que tu étais dans des réseaux d'entrepreneurs. Est-ce que tu préfères les réseaux d'entrepreneurs plutôt à la cool? On boit un verre à plusieurs, on mange ensemble, etc. Ou est-ce que tu es plutôt réseau d'entrepreneurs un peu plus structuré, avec un peu comme BNI par exemple? Et l'un et l'autre et ni l'un ni l'autre. Je vais t'expliquer D'accord. pourquoi. Je connais pas bien Benny parce que j'ai pas pratiqué, mais j'en ai entendu parler. Mais le fait d'y aller toutes les semaines, de pitcher, enfin bref, moi c'est pas un truc qui me convient parce que mes semaines ne se ressemblent pas, mes jours ne se ressemblent pas. Et puis le profil aussi, je pense, d'entrepreneur qu'il doit y avoir dedans. Enfin voilà, c'est pas moi. Après, réseau à la cool, c'est sympa aussi, une fois de temps en temps. Mais j'irai pas
perdre mon temps entre guillemets, même si c'est pas joli comme mot. Enfin voilà, tout le temps. Je préfère valoriser mon temps sur d'autres choses. Tu vois, par exemple, les congrès qu'on fait entre femmes chefs d'entreprise au Maroc, où on a un peu les deux, où on va avoir et des tables rondes sur des sujets vraiment très spécifiques liés à la gestion d'entreprise, la dernière fois c'était lié aux questions d'environnement, et puis en même temps la détente le soir entre nous. Voilà, donc plus des réseaux, on a les deux, donc plus des réseaux type femmes chefs d'entreprise, voilà, des Les réseaux comme congrès, les ça. choses comme ça. Ok. Voilà, mais pas tout le temps, pas tout le temps non plus. Le téléphone et les emails, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Amis et ennemis à partir du moment où on maîtrise, enfin voilà, la chose. Après, c'est comme tout en fait, faut savoir équilibrer, voilà. Alors, est-ce que tu as une journée type ou c'est plutôt un chaos organisé? Non, j'ai pas de journée type. C'est presque. J'ai mes to-do list Oui. avec tout ce qu'il y a à faire, mais par thème, et avec des couleurs pour les niveaux d'urgence, on va dire. Et en fonction du temps qui m'est imparti pendant la journée, parce que je peux avoir des rendez-vous, je peux avoir des interventions en école de commerce. Donc voilà, en fonction de ça, je vais organiser ma journée parce que en plus, il y a des tâches qui vont prendre 30 minutes, d'autres qui vont prendre 3 heures. Donc il n'y a pas de journée type en fait. D'accord. Et est-ce que malgré tout, tu as quelques routines? Oui, les routines, je me réveille très tôt déjà. Moi, je suis du matin et pas du soir. Moi, il faut pas m'appeler à 19h, 20h, quoique j'ai des appels à 19-20h, mais voilà, ce sera avec les équipes pour faire le point. Mais c'est plus, voilà, très tôt le matin, vraiment très matinal. Ce qui me permet, très tôt le matin de regarder les mails, d'anticiper, par exemple, sur, certains aspects du juridique ou de la comptabilité à gérer. Donc, je regarde justement au niveau des chiffres où on en est, de la facturation. Donc, c'est vraiment le moment où je vais privilégier ça. Et puis après, s'il y a des coups de fil à passer, alors les coups de fil, je les passe très souvent quand je suis sur la route. Ouais, ça me permet de gérer mon temps. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Mais voilà, par ça, non, il n'y a pas vraiment de routines qui sont établies. En termes de consommation plus culturelle, est-ce que tu es plutôt lecture, plutôt vidéo ou plutôt podcast? Un peu de tout. Le podcast pendant la route, j'aime beaucoup parce que j'écoute, pendant le temps de trajet. Après lecture, j'aime beaucoup aussi. La lecture, vraiment, ça me repose également. Vidéo, non, pas trop. Vidéo, ça peut m'arriver, par exemple, quand je suis sur des moments de saisie, des moments où j'ai pas besoin de réfléchir, où on est juste sur de la saisie, des choses comme ça, ou de la facturation. Je peux lancer une vidéo parce que c'est vrai que nous, dans notre métier, on se nourrit aussi beaucoup de reportages type Capital, sur des faits de société, des choses comme ça. Donc, ces vidéos-là, je vais les regarder quand j'ai pas besoin de trop réfléchir. Mais plus podcast et lecture. Est-ce que du coup, tu as des références pour entrepreneurs, des lectures ou podcasts que tu voudrais recommander? Alors lecture, là, j'ai pas vraiment en tête, mais je pourrais, voilà, vous faire une liste et je les ai en face de moi les bouquins, mais j'ai pas trop en tête, voilà, ça peut être de tout, hein. Ça peut être, des livres sur le leadership, sur le développement commercial, par exemple, sur du «développement personnel» entre guillemets, sur les mécanismes du cerveau aussi, parce que c'est quelque chose qui me passionne. En neuromarketing, on étudie tout ça. Ça peut être tout ça. Après podcast, ça va être beaucoup, des émissions. Par exemple, là, la dernière, là, en ce moment, je suis en train d'étudier les intentions d'achat pour la période de Ramadan. Donc, on a mis en place un questionnaire à 30 jours avant la période de Ramadan, là, que je suis en train d'analyser. On va en remettre un autre en place, allez, la veille de Ramadan. Et puis un autre, une semaine après, quand les gens auront le ventre vide, et on verra si c'est le cerveau, le ventre qui commande, en fait, ou porte-monnaie. Donc voilà, donc j'ai écouté des podcasts sur, c'était Radio France, où on avait des experts du marketing halal, enfin voilà, qui venaient en parler. Mais voilà, j'ai pas, ça va être beaucoup aussi ce que va me proposer YouTube, quoi. Ça va être beaucoup au gré du hasard, Est-ce que tu es plutôt sport ou art? les deux. Les deux. Sport doux, on va dire, hein, voilà, sport doux. Et puis l'art, voilà, la lecture. J'aime beaucoup le cinéma aussi, de temps en temps, quand je peux m'échapper au cinéma, et j'aurais pas de mal à y aller toute seule. Voilà, ça me dérange pas d'y aller voir un bon film. Lorsqu'il y a, la dernière fois, il y avait un très bon concert de musique arabo-andalouse ici à Bordeaux, j'ai pas hésité à y aller aussi. Donc voilà, ça peut être un peu les deux. Mais sport, D'accord. aller voir des bons matchs, j'adore ça aussi, hein. Alors, ma dernière question.
concerne ton entourage. Tu parlais du lancement il y a 14 ans. Est-ce que ton entourage, tes amis, tes proches, ont changé suite à ton lancement? Alors, il faut dire que j'ai très peu d'amis. C'est pas que je suis pas sociable, mais voilà, c'est comme ça. Et ça me manque pas entre guillemets. J'ai très peu d'amis donc l'entourage, bah, oui, il y a eu des changements parce qu'il y a eu des questions, enfin, c'est normal, hein, c'est pas non plus, quelque chose de négatif parce que peut-être qu'il y a de l'inquiétude, peut-être qu'il y a de la peur aussi, voilà, mais non, j'ai pas trop senti de changement en fait. J'ai pas, après, dans les réseaux, on parlait de réseaux tout à l'heure, il y a beaucoup de jalousie. On sent, hein, on le perçoit des fois surtout entre femmes, chefs d'entreprise, il peut y avoir, de la jalousie, surtout que, certains pensent qu'on est dans le même secteur d'activité alors qu'on vise pas du tout les mêmes clients, enfin voilà, donc il y a eu des changements, on va dire, de la part de certains, mais après l'entourage proche, non, j'ai pas perçu. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance? Alors, bah, d'aller dans l'action, en fait, de se mettre dans l'action, des fois de tester. On a beaucoup parlé de tester, d'investigation, de choses comme ça, donc de se mettre dans l'action, voilà. De, de bien s'entourer aussi, c'est important, je trouve. De bien savoir, prendre des conseils de temps en temps. Même si on va pas les suivre, d'écouter les conseils, ça permet de mûrir aussi son idée, voilà, son lancement. Voilà, donc c'est les conseils que je pourrais donner aux futurs entrepreneurs et bien s'entourer parce qu'on le voit tous les jours, pas plus tard qu'hier, une entrepreneuse qui avait fait appel à un cabinet et puis au final, je lui ai proposé, ben, de faire travailler moi mes étudiants sur sa problématique et elle était tellement, émue par le travail qu'avaient pu fournir les étudiants, donc coachés par moi-même et par une autre collègue, que voilà, parce que je lui avais dit qu'elle était mal entourée, qu'elle s'était rendue compte en fait qu'elle avait été mal entourée, quoi. Donc vraiment ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Merci beaucoup. L'interview était passionnante. Merci. Merci Fatima. Est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs et nos viewers où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils souhaitent te contacter? Alors sur LinkedIn, je suis très facilement joignable, donc Fatima Boussala Idrissi. Après, le site internet, www.up-goods.com. Voilà, sinon sur LinkedIn. Vraiment, c'est vraiment le plus simple. Après, je suis pas, la personne qui va aller, tous les jours publier sur LinkedIn. Lorsque je vais publier, ça va être plutôt en lien avec l'entreprise ou, en lien avec, nos activités professionnelles. J'ai remarqué que LinkedIn, il y a pas très longtemps, alors j'espère que ça va changer, mais était une extension, un miroir de Facebook où tous les professionnels se dévoilaient, bah, sur, leur vie privée, enfin voilà, et que c'était ce qui faisait, bah, beaucoup de vues, beaucoup de partages et c'est pas mon truc. Par contre, s'ils me sollicitent par message, oui. Voilà, je leur répondrai, je réponds à tout le monde. Même ceux qui veulent me vendre du produit, je réponds. Ça marche. Ben, merci beaucoup Fatima pour le partage de ton expérience et pour cette superbe interview. Merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt, bon courage.